Ma santé d'abord. 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 Ma santé. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé. D'abord ma santé. D'abord. D'abord ma santé. D'abord. Ma santé D'abord, ma santé. Bienvenue dans votre émission Ma santé d'abord. Aujourd'hui avec nos invités, nous allons parler du VIH, nous allons parler des avancées en matière de traitement, mais aussi des modes de transmission du VIH, du dépistage et de la stigmatisation. C'est tout de suite avec nos invités. Alors pour ce faire, j'accueille mes invités. D'abord, docteur Nicolas Vignier. Bonjour, vous êtes Bonjour. praticien hospitalier en maladies infectieuses au centre hospitalier Marc Jacquet. Et à vos côtés, Sébastien Gallien. Bonjour, vous êtes Bonjour. infectiologue à l'hôpital Saint-Louis, c'est à Paris, dans le 10e. Alors tout d'abord, messieurs, depuis les années 80 et ces fameuses années SIDA, ça fait 30 ans maintenant. Quelles sont les avancées? Qu'est-ce qui a changé en matière de VIH, par exemple en matière de prévention du VIH? Alors en matière de prévention, ce qui a changé, c'est en plus de l'utilisation du préservatif, la mise sous traitement rapide des personnes infectées qui contrôlent leur virus. Et quand elles contrôlent leur virus, elles sont quasiment plus contagieuses. Et donc c'est une des grandes avancées avec les moyens de prévention qu'on connaît, qui sont les moyens de prévention mécanique préservatifs. Alors Nicolas Vignier, est-ce qu'on peut dire que les choses sont positives en matière d'avancées depuis les années 80? On peut le dire aujourd'hui, les avancées elles ont été majeures et l'infection par le VIH qui, au moment de sa découverte, était une maladie mortelle dans des délais assez rapides, n'a plus du tout ce visage-là aujourd'hui, parce que grâce au traitement, les patients peuvent mener une vie quasiment normale et Oui. avoir même une espérance de vie similaire à leurs compatriotes. Et donc les avancées, elles sont très importantes et on peut dire que c'est une maladie comme les autres aujourd'hui. Alors, il y a malheureusement des fausses croyances qui continuent à avoir leur place dans l'esprit de certaines personnes. C'est la raison pour laquelle nous allons en parler dans l'émission aujourd'hui. Alors, pourquoi ces petits arrangements avec soi-même? Pourquoi est-il toujours si difficile de se défaire des fausses croyances, Sébastien Gallien? Alors il y a beaucoup de fausses croyances. Déjà, il y a, outre la stigmatisation quand on est infecté par le VIH, l'idée que c'est une maladie qui est mortelle, une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement. La maladie est certes une maladie chronique, mais une maladie qui est accessible à un traitement qui est maintenant de plus en plus facile, qui est très efficace et qui permet, comme le disait Nicolas, de se rapprocher vers une maladie chronique, avec cependant quand même comme bémol le fait que c'est une maladie qui reste contagieuse, même si la contagiosité est quasiment abolie une fois que le traitement est mis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2015, lorsqu'on est, on est atteint du VIH-Sida, on peut vivre normalement, travailler normalement, avoir des amis comme tout le monde et vivre sa vie normalement. Exactement. Alors VIH-Sida, c'est pas la même chose. Il y a le virus du VIH. On est infecté par le VIH, et le sida, ce sont les manifestations qu'on voit tardivement quand la maladie est évoluée, Oui. et qu'on ne voit heureusement maintenant, en tout cas quand on a accès sous traitement, quasiment plus. Oui. Et on a une vie, comme le disait Nicolas, normale, Oui. c'est pas quasi normale, sous réserve de prendre son traitement. On a une vie normale, une vie professionnelle, une vie affective, on a des enfants, et on vit aussi longtemps que quelqu'un qui n'est pas infecté par le VIH, si on se fait suivre correctement et si le traitement marche bien. Mais le traitement marche, quand on le prend bien, très bien. Alors, nous concernant, nous, les Africains qui vivons en France, quels sont les modes de transmission? Comment eh bien, on attrape cette maladie? Il n'y a pas de différence majeure dans les modes de transmission, qu'on soit africain ou pas. Oui. Par contre, il y a une spécificité, c'est que le pays dont on est originaire peut être beaucoup plus touché par le VIH que n'est la France, et en particulier l'Afrique australe, où les chiffres de VIH sont très inquiétants. Donc il se peut qu'on ait déjà été exposé au virus dans son pays d'origine, Oui. et si jamais on n'a jamais fait de dépistage, qu'on ignore le fait de l'avoir. Et les modes de transmission, ils sont de 3 ordres. C'est la transmission de la mère à l'enfant. Oui. Donc ça, c'est encore une transmission qui existe de manière importante en Afrique,
Là où en France, grâce aux avancées de la prise en charge des femmes enceintes, on a beaucoup réduit cette transmission. Donc au moment de l'accouchement, la mère peut transmettre à l'enfant le virus. Il y a la transmission sexuelle, bien sûr, que tout le monde connaît, où on peut attraper le virus du VIH en ayant un rapport sexuel non protégé. Donc le virus va pénétrer par l'intermédiaire d'une muqueuse principalement génitale, donc le gland chez le garçon ou bien le vagin chez la femme. Et les autres muqueuses, c'est un peu moins clair, mais un risque peut être discuté. Et puis le troisième mode de transmission, c'est par le sang directement. Oui. Donc c'est principalement, par exemple, à l'occasion d'une piqûre avec une aiguille, ou alors à l'occasion d'une transfusion dans un pays où l'hygiène n'a pas été très bien respectée, ou alors en France dans le passé, avant qu'on teste systématiquement les voies. Et donc ces trois modes de transmission, ils touchent aussi bien la population africaine qu'en France, mais il semblerait quand même que la population africaine, le mode de transmission majoritaire en France soit la voie sexuelle, pour les personnes qui arrivent sans être touchées par le VIH. Et puis ce qui est important de rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est qu'il y a trop de personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité. Effectivement, on estime actuellement entre un tiers à un quart de la population infectée par le VIH en France qui ne connaît pas sa séropositivité. C'est considérable. Ce qui est considérable, et ce d'autant que cette population minoritaire est responsable de la grande majorité des contaminations. Et donc, la prévention, vous en parliez, du VIH, c'est aussi dépister, se faire dépister. La transmission est majoritairement sexuelle, majoritairement hétérosexuelle, surtout dans les populations africaines. Et donc, je veux dire, chaque personne qui a été exposée, donc, après ses premiers rapports sexuels, surtout s'ils ne sont pas protégés, doit faire des tests. Pour, si le test est positif, se faire traiter pour avoir une vie normale. Il y a des freins au dépistage, bien entendu, la peur de tout perdre, la peur de perdre son statut social, la peur surtout qu'on nous découvre cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être un doute de l'importance d'aller se faire dépister, parce que c'est le seul moyen de savoir qu'on est malade, et surtout c'est la seule manière pour après profiter du traitement et se faire soigner. C'est normal d'avoir peur et apprendre qu'on est séropositif pour le VIH, c'est jamais une bonne nouvelle et ça a en effet des conséquences sociales dont on pourra parler. Mais à partir du moment où on est infecté par le virus du VIH, on a à l'intérieur de notre corps un virus qui peut attaquer notre système immunitaire et au fil des années, si jamais on ne fait pas de dépistage et qu'on n'est pas pris en charge, nous rendre malades. Et c'est là où la maladie devient dangereuse et peut vraiment poser des vrais problèmes. Et donc de toute façon, si on est concerné, mieux vaut le savoir tout court et le savoir tôt, afin de pouvoir être pris en charge tout de suite, recevoir les traitements au plus tôt et justement pouvoir vivre une vie normale comme on le disait en introduction et donc finalement vivre sa vie tranquillement en faisant le travail pour se faire accepter comme séropositif. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire dépister, parce que sinon c'est la maladie qui viendra. Et puis c'est aussi pour protéger ses partenaires, parce que quand on est séropositif et qu'on l'ignore, c'est là où on risque de transmettre le VIH, parce qu'on va être moins attentif peut-être à la protection. Et un patient séropositif qui n'a pas de traitement, il est beaucoup plus contagieux qu'un patient séropositif qui est traité, comme tu disais, chez qui la transmission du VIH est quasiment réduite à zéro. Donc le traitement, c'est aussi une arme de prévention très importante. Alors, est-ce que c'est une forme d'inconscience de savoir qu'il y a cette maladie dans l'air et les autres également, toutes ces IST, et de ne pas se protéger, de ne pas utiliser de préservatif, puisqu'on le sait, c'est le seul moyen de vraiment se préserver contre le VIH et les IST? Inconscience, peut-être pas. Je pense que les gens sont conscients des risques. Après, je pense que c'est plus une question de peur, avec tout ce que ça peut... toutes les conséquences potentielles. Et voilà, on n'a pas envie d'être malade. Après, c'est une vraie responsabilité. Je pense que c'est une vraie responsabilité pour soi, c'est une vraie responsabilité pour les autres, pour la prévention, pour les autres, pour ses partenaires, pour les jeunes femmes qui veulent avoir des enfants pour éviter de transmettre à leurs enfants. Et que si tout le monde se dépistait, tout le monde se traitait, il y aurait plus de VIH, qui est quand même une maladie qui aujourd'hui tue, et tue essentiellement en Afrique. Et voilà, donc vraiment,
c'est pas de l'inconscience, c'est de la peur. Après, voilà, on a tous peur dans la vie, il faut surmonter sa peur, il ne faut pas faire l'autruche, quoi. Il y a des arguments, par exemple, d'inconfort, il y a des hommes qui disent qu'ils sont allergiques aux préservatifs, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes, par exemple aux femmes qui nous écoutent et qui ont souvent ces arguments, on leur dit non, je n'utilise pas de préservatif, etc. Qu'est-ce qu'on doit dire dans ces moments-là ? Je pense qu'il faut vraiment essayer de tenir bon parce que une fois que la maladie est là, c'est trop tard, hein, encore une fois. Mais même si maintenant on sait accompagner les patients, les traiter et leur faire mener une vie normale, on ne sait pas encore guérir du VIH. Ouais. Donc ça reste une maladie pour la vie et le meilleur traitement, ça reste la prévention, hein. Donc je pense qu'il faut se faire aider si c'est compliqué tout seul, des amis, de la famille, éventuellement des professionnels. Il y a quand même beaucoup d'associations qui sont là pour essayer de nous accompagner. Et il faut essayer de refuser ce statu quo. Mais j'ai conscience que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a parfois des situations sociales où aussi la femme, malheureusement, n'a pas toujours le pouvoir de dire non. Mais il ne faut pas qu'elle hésite à demander de l'aide parce qu'il y a des personnes qui peuvent lui être un recours, pas parfait, mais au moins partiel. Et il faut avoir cette force-là. Alors à présent, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons vous montrer les images que nous avons tournées dans la rue, donc sur le VIH. On regarde. D'après vous, comment se transmet le VIH ? Le VIH se transmet par des rapports sexuels, enfin par voie sexuelle ou par... Je sais qu'il y a un liquide, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est par ça. Donc on peut l'attraper de diverses manières, par des contacts directs et par des contacts indirects qui seraient, selon moi, le passage du sang dans une zone non protégée. Par le sang de l'enfant à la mère. Vous sentez-vous concerné ? Oui, bien sûr. Eh bien, je dirais que tout le monde est concerné, non, par ce virus. Car jusqu'aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait pas encore de moyens d'éradication de ce dernier. On est tous concernés à partir du moment où vous avez des rapports sexuels. On est exposé au danger, donc il faut toujours se protéger, il faut faire attention, quoi. Je suis concernée par ce fléau-là, tous les jeunes en général. Par quels moyens se protéger du VIH ? J'allais dire par un préservatif, mais les drogués, ils l'ont attrapé sans... Enfin, les drogués, Ouais, bah c'est ça, les drogués, moi je l'appelle comme ça. C'est qui piquent et autres. Bon, il y a plusieurs sortes de préservatifs. Bon, déjà, les préservatifs pour la femme, il y a plein de choses. Mais bon, la fidélité aussi, ça compte. L'abstinence d'abord, si on peut. Vous êtes-vous déjà fait dépister ? Combien de fois ? Ouais, je me suis déjà fait dépister 2 fois. Oui, bien sûr, chaque année, à chaque fois. Il m'arrive assez souvent de donner mon sang, donc je suppose qu'au cours de ce processus, les tests en vigueur se font directement et il se trouve que non, jusqu'aujourd'hui, je peux être content d'être sain. D'après vous, existe-t-il des traitements contre le VIH ? Sont-ils efficaces ? J'ai cru entendre parler de la trithérapie, un truc dans le genre, trithérapie. Traitement, je ne sais pas, on parle de la trithérapie. Et que si la maladie est dépistée à temps, ça diminue en fait la progression du virus. Il y a la trithérapie pour les personnes atteintes de VIH qui leur permet de stopper, je pense, le virus. Voilà. Quelle image avez-vous d'une personne séropositive ? Pas qu'elle me touche. Me touche pas. Ne me touche pas. Je sais jamais. Non, franchement, j'ai une image, je sais pas, ça, inconsciemment, on en a peur. C'est des malades, voilà, c'est des victimes, c'est triste, mais voilà, je pense que c'est des personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre affection, qui ont besoin qu'on les comprenne. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un crime. Eh bien, une personne séropositive, je dirais que c'est une personne qui, après, tout dépend, c'est les moyens dont elle a été contaminée. Parce qu'aujourd'hui, il est possible finalement de naître directement avec le VIH. Donc, écoutez, pour moi, en ce qui me concerne, je les vois comme des personnes normales, juste des personnes qui sont malades. C'est triste, c'est dommageable, mais après tout, ça reste un être humain, donc il faut le soutenir, il faut être auprès de lui. Des questions ? Où on en est en fait. Parce que depuis le temps que
Depuis le temps que cette maladie, on en entend parler, qu'il y a des recherches, etc. Bah, où on en est aujourd'hui? Tout l'argent qui est injecté, toutes les recherches qui ont été faites, on en est où dans les recherches? Voilà. Ah bah, si j'ai une question à leur poser, ce serait plutôt de savoir s'ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir justement poursuivre leurs recherches. Je sais pas, quelles sont les conséquences de la trithérapie sur la santé des personnes atteintes de VIH? Alors messieurs, quelles sont vos réactions C'est des commentaires et des questions tout à fait pertinentes. Et d'ailleurs, les auditeurs étaient parfaitement au courant d'un certain nombre de choses. Voilà. Ouais. Après, ça montre aussi le fait que voilà, y a quand même des zones d'ombre sur le traitement en particulier, Ouais. et sur le dépistage qui n'est pas beaucoup abordé, et sur la prise en compte des personnes infectées par le VIH, qui somme toute sont des gens tout à fait normaux. Hein. Tout le monde peut être infecté par le VIH. Nicolas Vignier, vos réactions? Non, je pense que on a l'impression que les messages passent parce qu'en effet, ce qui a été dit par C'est rassurant. c'est assez rassurant. Il y avait des petits questionnements du garçon sur les liquides transmetteurs, donc je pense qu'il faisait écho au liquide séminal, qui est donc Ouais. ce liquide qui est présent au moment de l'érection chez l'homme avant l'éjaculation, qui en effet peut transmettre aussi le VIH, au même titre que les sécrétions vaginales de la femme. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre que c'est pas que l'éjaculation, hein, c'est vraiment toute pénétration peut entraîner la transmission du VIH. C'est important de le dire. Voilà. Il n'y a pas eu trop de fausses croyances, mais il faut rappeler que les moustiques ne transmettent pas le Oui. VIH, même si en effet ils absorbent du sang dans l'organisme du moustique, le VIH meurt. Oui. Les toilettes ne peuvent pas transmettre le Oui. VIH parce que les toilettes sont en contact avec la peau, Oui. éventuellement les selles ou l'urine qui ne transmettent pas le VIH. Les couverts, les La câlins, sueur, les bisous, la ouais. sueur, tout ça ne transmet pas le VIH. La salive non plus. La salive non plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut embrasser une personne qui est atteinte du VIH sans problème. Tout à fait. On peut même avoir un rapport sexuel avec une personne qui a le VIH sous condition de mettre le préservatif. Oui. Parce que comme c'est par la voie sexuelle, donc ça, c'est pas une interdiction à vie de sexualité. Et d'ailleurs, avec le temps, les malades reprennent une sexualité, et même comme on l'a dit tout à l'heure, peuvent envisager à nouveau de se marier, d'avoir des enfants. On a de plus en plus de couples qui ont des enfants, et c'est réjouissant, et c'est la vie qui continue. Et tous les auditeurs avaient fait au moins un test, Ouais. et c'était bien. Donc faire le test, refaire le test si on s'expose, et si le test est positif, se faire traiter pour soi et pour les autres. Et le traitement, c'est la trithérapie. Qu'est-ce que c'est la trithérapie? Il y avait des questionnements sur la trithérapie. Oui. Aujourd'hui, ce traitement, ça ne bloque pas, enfin ça ne ralentit pas l'évolution du virus, comme le disait l'auditrice, mais ça le bloque. Oui. Ça le bloque, mais pour ça, il faut associer des molécules, et on en associe au moins 3. Oui. D'accord? C'est pour ça qu'on dit trithérapie. C'est le terme qui a maintenant presque une vingtaine d'années, avec maintenant des médicaments. Des fois, c'est des trithérapies en un seul comprimé par jour. Donc, C'est au cas par cas. c'est du cas par cas. Il y a des recommandations. Il faut aller voir un spécialiste. On se fait dépister, on continue de se faire dépister, et si c'est positif, on va voir un spécialiste pour se faire soigner et se faire traiter. Alors justement, au niveau des traitements, on a longtemps entendu parler de problèmes en ce qui concerne les effets. Alors les effets secondaires, les médicaments, oui, se sont complètement améliorés. Ouais. Il y a eu une progression phénoménale, et c'est une des rares maladies d'ailleurs où la progression d'innovation s'est fait aussi rapidement grâce à la recherche qui a été signée. Et aujourd'hui, on a des trithérapies sous forme de 1 comprimé par jour qui sont très bien tolérées avec très peu d'effets secondaires. On imagine la personne infectée par le VIH du milieu des années 90 qui prenait des dizaines de comprimés plusieurs fois par jour avec une modification de son aspect corporel. Oui. On ne le voit plus, bien heureusement. Certes, il peut y avoir, mais comme tout médicament chronique, Quelques effets secondaires. il peut y avoir des effets secondaires qui en général disparaissent. On a suffisamment de médicaments maintenant pour pouvoir ajuster, voilà, et que une trithérapie aujourd'hui en 2015, elle est bien tolérée et à long terme. Et le long terme, c'est à vie. Alors, c'est beaucoup moins connu par le grand public, le traitement d'urgence, le traitement post-exposition, il me semble que ça s'appelle comme ça. Alors, après avoir été soumis à un risque dans les 48 heures, on peut aller dans un service d'urgence dans les hôpitaux et avoir un traitement donc post-exposition. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, vous disiez, il est fortement effectivement recommandé de consulter dans les 48 heures suite à une exposition, que ce soit une exposition sexuelle ou éventuellement sanguine. Dans une prise de risque, entre guillemets. Voilà, en une tout prise cas. de risque, exactement.
pour évaluer le risque avec un spécialiste. Alors ça ne se fait pas tout de suite avec le spécialiste parce qu'il n'est pas disponible 24 heures sur 24 dans les urgences, mais commencer une trithérapie de prévention qui réduirait le risque de transmission si la personne source était infectée, d'accord, qui est réévaluée de manière systématique dans les 3-4 jours par un spécialiste, qui va évaluer le risque. Éventuellement, ça donne le temps aux personnes de se dépister, aux partenaires si c'est une exposition sexuelle, pour dire est-ce que je continue ou je ne continue pas le traitement. Et ça a montré que ça réduisait le risque de transmission. Donc il faut bien avoir en tête que si j'ai une prise de risque, il faut aller consulter rapidement, le mieux consulter avec son partenaire pour qu'on puisse faire le test tout de suite. En tout cas, ça doit se faire dans les 48 heures. Dans les 48 heures. Il y a des systèmes de tests, on a la réponse en 1 heure. Et ça, jour et nuit, partout dans les urgences. Tests, justement, on a beaucoup parlé des tests disponibles en pharmacie. Est-ce que c'est déjà disponible ou où est-ce qu'on en est? Ce n'est pas encore disponible en France, mais c'est en passe de l'être parce que ce qu'on appelle les autotests. Donc en fait, il y a le dépistage classique, c'est la prise de sang. Donc ça se fait au laboratoire sur la prescription d'un médecin ou bien dans les centres de dépistage anonymes et gratuits, de manière anonyme et gratuite. Et d'ailleurs, j'en profite pour informer les auditeurs que les CDAG, les centres de dépistage anonyme et gratuit, vont bientôt changer de nom parce qu'en 2016, ils vont s'appeler CEGID, ça veut dire Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des IST. Donc ça change de nom. Donc maintenant, il ne faudra plus chercher un CDAG, il faudra chercher un CEGID. Donc ça complique un peu, mais c'est important de le savoir. Et donc on pourra toujours dans les CEGID faire gratuitement le test. Et l'idée, c'est aussi que les CEGID soient un lieu où on puisse parler de la sexualité de manière un peu plus globale, de faire le dépistage de toutes les IST, voire dans certains CEGID de recevoir ce fameux traitement post-exposition. Ce ne sera pas tous, mais certains pourront proposer, ce qui sera plus confortable que d'aller aux urgences où il y a 5 heures d'attente, etc. Voilà. Donc les tests sous forme sérologique dans les laboratoires et CEGID, les tests de diagnostic rapide qui sont proposés par des professionnels soit soignants, soit communautaires dans les associations comme AIDS par exemple, qui vont proposer ces tests avec une goutte de sang au bout du doigt, soit dans leurs locaux, soit parfois en milieu extérieur. Et puis la nouveauté qui n'existe pas encore, c'est les autotests. Donc c'est en fait les tests qu'on va pouvoir faire soi-même. Des tests qu'on va pouvoir acheter en pharmacie comme on achète son test grossesse et qu'on va pouvoir faire chez soi à partir d'une goutte de sang ou éventuellement à partir de la salive et qui va nous donner en une demi-heure un résultat positif ou négatif. Alors, il faut être très prudent avec ces autotests parce qu'il faut savoir que leur performance n'est pas à la hauteur des tests sanguins. Donc, c'est seulement des tests d'orientation. Il faut derrière refaire un dépistage vrai pour être sûr que c'est négatif ou pour être sûr que c'est positif au cas où c'est positif. Et puis, ça pose pas mal de questions de savoir comment la personne va vivre un éventuel test positif si jamais ça arrivait. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas l'accompagnement du coup. C'est ça qui inquiète un peu les professionnels. Donc, on est un petit peu dans l'attente de voir comment les gens vont investir ça. Et puis il faut savoir que ce ne sera pas gratuit surtout. D'accord, oui. Et donc ça va être un vrai problème pour se l'acheter parce que ça va coûter probablement entre 25 et 30 euros et donc il faudra pouvoir se payer le test en pharmacie. En tout cas, ça complète l'offre. Et comme l'objectif c'est de dépister le plus grand nombre, et en particulier les patients qui s'ignorent, peut-être que c'est une avancée quand même. Alors justement, on va s'adresser peut-être à ceux qui s'ignoreraient, en tout cas c'est l'objectif de cette émission, le dépistage, c'est important. Dans les centres de dépistage anonymes et gratuits, parce qu'ils portent toujours ce nom au jour d'aujourd'hui, et puis également aller sur Internet, par exemple sur le site de SIDA Info Service pour poser des questions. Il y a également des écoutants qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut leur poser toutes les questions à ce sujet. C'est au 0800 840 840, 0800 840 840. Et sur le net, c'est au www.sida-infoservice.org. Il y a également le site de la santé pour tous, pour toutes vos informations, www.lasantépourtous.com. Alors, quelle serait la conclusion de cette émission? Messieurs, je sais qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, parce que vous êtes très, très investis dans votre travail l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme conclusion, Sébastien Gallien? Moi, je voudrais dire, ce qu'on se disait un peu au début de la découverte de cette infection, c'est dépister, faites du dépistage, dépistez-vous, et si le test est positif, faites-vous traiter, voilà, et prévenez-vous. Et la prévention, c'est la prévention sexuelle, le préservatif, voilà. Donc dépistage, traitement si positif et prévention.
C'est un peu le triptyque qui Ouais. n'a pas trop bougé, même si, comme on l'a dit, voilà, les moyens ont évolué, les connaissances ont évolué et les traitements sont bien meilleurs et beaucoup mieux tolérés. Je vais vous voir réfléchir à votre conclusion, Non, mais docteur Nicolas je disais Vignier. juste que je pense qu'il faut renforcer ce message de dépistage, Ouais. en particulier pour la population africaine en France, parce Ouais. que les chiffres, on les a pas cités, mais montrent qu'ils payent un lourd tribut à l'infection. Donc c'est vraiment important d'avoir fait au moins un test dans sa vie et, comme on l'a dit tout à l'heure, de répéter le test en cas de prise de risque. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une communauté où la stigmatisation est particulièrement importante. Et on a dit que maintenant c'était une maladie comme les autres et qu'on pouvait vivre normalement. Mais là où finalement le bas blesse, c'est que socialement il y a du rejet qui persiste. Complètement. Et donc je pense que c'est important que tout le monde se questionne sur comment il perçoit cette maladie et ce qui serait susceptible d'envoyer de négatif face à un proche qui se révélerait être positif, pour aller vers plus de positif, plus de solidarité, pour que les patients puissent enfin vivre au grand jour comme un diabétique le fait ou un hypertendu le fait, et puissent finalement aussi améliorer la prévention et sa santé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, messieurs. À très bientôt. Pour toute info, donc www.lasantépourtous.com, et puis le numéro de SIDA Info Service que je vous rappelle, 0800 840 800, 0800 840 800. À très bientôt pour une autre émission. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord.